Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour cette deuxième partie de cette fois les enfants volés d'Haïti. Nous avions fait avec Nadia une émission il y a à peu près un an, le 7 août 2025, qui s'appelait La face cachée d'Haïti, qui est sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de te recevoir une nouvelle fois, Nadia, pour cette fois aborder un sujet encore plus sérieux, encore plus sensible, qui est le trafic d'enfants. Oui, Haïti, pour rappel, a été la première colonie occidentale de l'histoire humaine, en tout cas de l'histoire telle qu'on nous la raconte, et puis également la première république noire indépendante en 1804. Elle a été pillée, cette terre, elle a été usurpée, en tout cas, elle a été accaparée, son peuple a été utilisé, a été mis en esclavage, a servi de main-d'œuvre pas chère depuis l'invasion américaine de 1914 dans les usines sucrières environnantes, par exemple en République dominicaine, puisque je rappelle qu'Haïti et la République dominicaine partagent la même île juste en dessous de la Floride. Je vais vous la montrer pour le petit rappel géographique, de plus près, donc vers Cuba, pas loin de Cuba, un peu plus loin des États-Unis que Cuba, mais vous voyez quand même, c'est juste, vous voyez la partie ouest qui est Haïti et la partie est qui est la République dominicaine en dessous des États-Unis. Alors, on sait que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a fait des dégâts, et pas seulement physiques, et pas seulement psychologiques, mais aussi au niveau de tout ce qui se passe avec les enfants. On va parler dans cette émission d'adoption, on va parler de la Fondation Clinton, on va parler des ONG, et puis aussi on va parler des fichiers Epstein, puisque Epstein a cité Haïti plus de 400 fois. Le trafic d'enfants génère plus de 200 milliards de dollars par an, je crois. Et Haïti est l'une des premières cibles. C'est le deuxième pays, ce que tu m'as dit, Nadia, en Amérique, dans les Amériques, qui est concerné par le trafic d'enfants, le premier étant les États-Unis eux-mêmes. Donc, on va passer tout cela en revue. Nadia, je te présente en quelques mots. Tu es haïtienne, tu es née en Haïti, tu as travaillé en Haïti pendant 6 ans comme formatrice d'adultes et tu vis aujourd'hui en Belgique qui a le même nombre d'habitants qu'Haïti, 11 millions de personnes. Et depuis quelques années, tu as donc monté ce site, tu as lancé ce site que je vais vous indiquer, je vais vous montrer à l'écran, couleur-haïti.com, dans lequel tu dénonces et tu donnes des solutions pour les habitants d'Haïti, pour le peuple opprimé d'Haïti, et également pour faire connaître ce qui se passe en Haïti, puisque ce qui se passe en Haïti ne se passe pas seulement en Haïti, comme vous pouvez bien l'imaginer. C'est un petit peu quelque chose qui se passe dans tous les pays qui subissent justement cet impérialisme et cette prédation, notamment au niveau des enfants. Bienvenue Nadia, merci d'être là. Et merci Chloé. je te laisse quelques Merci. mots avant d'entrer dans le sujet. D'accord, donc merci beaucoup Chloé pour cette invitation et merci à tous d'être là voilà pour partager sur ce sujet vraiment important et vraiment intéressant aussi. Important autant pour Haïti que pour l'humanité et moi c'est aussi ça en fait que je voudrais mettre en avant, c'est que le trafic d'enfants ben voilà, ça concerne l'humanité et pas seulement Haïti. Donc voilà. Et Alors moi, sinon, oui, vas-y. allez, vas-y, Ok. excuse-moi. Ben sinon, en quelques mots, donc comme tu l'as dit, je suis haïtienne, j'habite en Belgique et donc moi j'ai travaillé beaucoup plutôt dans l'éducation, plutôt dans l'accompagnement communautaire. Donc c'est ce que je fais. Et donc voilà, et Haïti me tient particulièrement à cœur parce que en fait, ce qui m'anime beaucoup, c'est toutes les injustices que le peuple haïtien a pu vivre au cours de son histoire et vit toujours. Et donc c'est un peu ça qui m'a poussé à faire ce que je fais, autant couleur d'Haïti que mon travail au niveau du développement communautaire. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces injustices qui me voilà sur lesquelles je souhaite travailler et puis pour pouvoir peut-être transformer deux trois choses à mon niveau. Et je suis sûre que tu le fais. Et puis justement, ma première question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce sujet
du trafic d'enfants via l'adoption en partie, on verra dans cette émission. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en parler? Pourquoi tu m'as contacté pour me dire maintenant je veux faire la suite et je veux parler du trafic d'enfants? Mais écoute, en fait, moi, c'est parce que ça me concerne directement, ça concerne directement ma famille, hein, puisque j'ai comment ma famille a subi plusieurs adoptions illégales. Donc, il y a eu plusieurs enfants qui ont été adoptés illégalement dans ma famille et dans ma communauté aussi. Et en fait, donc, il y a François No. Donc ça, c'est un article, c'est une interview que j'ai publiée sur mon site. Et donc François No, lui, il a fait vraiment une enquête sur ce qui s'est passé là dans la communauté, là où sont mes parents. Et il a pu un peu voir en fait que ce qui se passe, enfin ce qui se passait en fait comment. Lui, il y a plusieurs parents qui sont venus le voir et qui lui ont dit, écoute, mon enfant a disparu. Et comme il y avait plusieurs parents qui étaient venus le voir, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il a commencé à creuser et donc il a fait une enquête et cette enquête l'a mené à écrire un livre qui s'appelle donc Au nom de la civilisation. Et dans ce livre qui est écrit en créole, mais qui est très très intéressant, il explique tout l'historique. Donc comment, à partir de l'esclavage, etc., comment est-ce que les parents ont pu comment être pris dans ce système? Parce qu'ils ont vraiment été pris et ils donnaient leur enfant de façon volontaire en fait, hein, parce que c'était des prêtres, c'était des bonnes sœurs qui allaient dans les campagnes et qui leur mentaient. Donc c'était vraiment une trahison, c'était un mensonge. Ils disaient OK, on va prendre votre enfant, on va l'amener à la capitale, là il sera bien, et puis quand vous aurez toujours des contacts avec votre enfant, vous pourrez venir votre enfant pourra venir vous voir, etc. Mais il sera mieux ailleurs. Mais en fait, c'était pas du tout ça parce que toutes les identités des enfants ont été changées, d'accord. Une fois arrivés à Port-au-Prince, toutes les identités ont été changées, et certains parents sont revenus à Port-au-Prince pour essayer de voir où étaient leurs enfants ou leur enfant, et en fait l'enfant n'était plus là. Donc en fait c'est un peu ça qui s'est passé, et François No en fait l'a vraiment bien expliqué dans son livre et dans son interview aussi que j'ai pu réaliser avec lui. Euh, et donc c'est vraiment quelque chose évidemment que j'ai exploré en profondeur parce que premièrement ça a touché ma famille et ma communauté, mais aussi c'est un phénomène qui se passe en Haïti depuis des années, parce que en fait là ce programme d'adoption illégale dans la communauté de mes parents, c'était déjà dans les années 60-70. Voilà. Et puis ça a continué encore aujourd'hui, ça continue. Donc ça fait quand même pas mal d'années que c'est là. Et lui, en fait, il dit, mais il y a eu des centaines, des milliers d'enfants peut-être. Et imaginez en fait le pouvoir de l'Église dans les campagnes, parce que dans les campagnes, en fait, les personnes étaient plus ou moins analphabètes, presque toutes. Donc l'autorité de l'Église était vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc c'est vraiment comment est-ce que ces parents ont donné leur enfant comme ça. Imaginez, il y en a, c'était leur premier enfant. C'était leur premier enfant qu'ils ont dû donner parce qu'ils ne pouvaient pas dire non. C'était pas possible de refuser à un prêtre ce qu'il La demandait. confiance, la confiance était forte. Et Ben, en fait, voilà, exactement, en fait, hein, puisqu'il y avait aussi cet analphabétisme, etc. Mais il faut dire que l'Église, hein, c'est ce que François No explique aussi dans son livre, c'est que l'Église, en fait, a eu un rôle ambivalent. Donc, en fait, d'un côté, ben, ils ont créé des écoles, des hôpitaux, etc. Et ils ont mis des systèmes de solidarité en place, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, ben, ils ont pris les enfants, dans les écoles, ils battaient les enfants. Enfin, voilà, mais ça structurait quand même le tissu social, ça structurait quand même les interactions sociales, et donc voilà. Mais il faut savoir que le dimanche, les gens allaient à la messe, et le samedi, ils allaient dans les cérémonies vaudou. Donc en fait, c'était pas qu'ils donnaient toute leur autorité à l'Église, mais l'Église, depuis l'esclavage, évidemment, avait une aura et une influence énorme. Et donc c'est pour ça que il y a eu toute cette vague d'adoption illégale à cette époque, parce que c'était surtout donc les prêtres et les bonnes sœurs, etc., qui allaient dans les campagnes pour faire du recrutement d'enfants.
Dans cette interview que tu as faite de François Hanot, que je vous invite vraiment à lire, qui est vraiment passionnante, il est expliqué que dans les années, à la fin des années 70, des années 70, il y a eu un plan international de parrainage. Oui, C'est des exactement. parrainages qui se faisaient entre des occidentaux et des enfants haïtiens, c'est ça? Qui a créé une En sorte de dépendance. Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, lui, il pose la question, d'abord, il y a eu un programme de parrainage et puis il y a eu le programme d'adoption. Et donc il se demande, est-ce que le programme de parrainage était là pour préparer le programme d'adoption, mais il n'a pas la réponse. Et donc ce programme de parrainage, je ne sais pas très bien, et lui non plus n'explique pas vraiment comment est-ce qu'il a débuté, mais donc il y a eu un moment où donc des Occidentaux, je pense que c'était de la France et des États-Unis, envoyer l'équivalent de 3 dollars américains par mois. Donc, ce qui veut dire que chaque mois, les personnes d'une communauté, hein, c'était seulement le village là où sont mes parents, c'était pas partout en Haïti comme ça, mais en tout Mmh. cas là, il y avait ça. Et donc, le village, les habitants recevaient donc ces 3 dollars chaque mois. Et pour les années 70 en Haïti, 3 dollars, c'était énorme. Donc, Bien ça sûr. permettait vraiment de payer les collages ou bien s'il y avait une réparation à faire dans la maison, ça permettait aussi de pouvoir le faire. Et donc, ça a créé un genre de dépendance puisque, ben, on attendait le mois prochain les 3 dollars. Hein, donc, voilà, dès qu'il y avait quelque chose. Mmh. Ça et aussi, en fait, il y a des occidentaux qui sont venus. Donc ils sont venus, passer quelques jours dans la communauté. Mais pour un Haïtien de la campagne de cette époque, recevoir un blanc chez soi, mais c'était un cadeau du ciel, enfin, c'était vraiment incroyable, quoi. Ça a sans doute préparé, en tout cas, ça a sans doute Mmh. préparé ce programme d'adoption illégale. Alors, il y a des rapports, il y a des organisations qui se sont penchées sur la question et même le gouvernement français, enfin il y a un rapport interministériel, sur la question de l'adoption en France qui date de 2023. Tous ces rapports, alors on peut montrer peut-être, il y a celui de l'ONU, qui parle en 2010 déjà du risque élevé de trafic d'enfants, d'esclavage, justement l'année enfin juste quelques jours après le tremblement de terre, donc du 12 janvier. On a, ce rapport, enfin c'est cet article du Monde qui parle du rapport de 2023, du 6 février 2023, qui parle justement de l'ampleur des dérives. On nous dit: «Adoption internationale en France, une étude révèle l'ampleur des dérives». On nous parle du caractère systémique des irrégularités qui ont perduré dans une vingtaine de pays pendant plus de 30 ans. Il y a plusieurs rapports. On a aussi l'ONU, donc en 2016, dans son assemblée générale, donc il y a la rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, qui a présenté donc un rapport également sur le trafic d'enfants. Et malgré cela, malgré tout ça, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent ou pas? Écoute, il y a eu, un tout petit peu après le tremblement de terre, il y a eu une commission qui a été, montée, dont, le professeur Elie Tello était le directeur. Et cette commission a quand même fait un travail de recherche, un travail aussi, pour voir comment améliorer les choses. Donc, ils ont renforcé les services qui pouvaient agir, par rapport au trafic d'enfants. Mais, en fait, ça n'a pas donné, de résultats vraiment sur le long terme. Et en fait, ça c'est venu, en fait, s'appuyer, en fait, sur un frein énorme qui est, en fait, quand il y a un pays pauvre, quand il y a un pays où il y a des catastrophes, eh ben, en fait, ce sont des crises qui créent un vide. Et ce vide, en fait, permet à des acteurs mal intentionnés de pouvoir, vraiment, faire leurs crimes. Et donc c'est pas la crise en elle-même qui crée le trafic d'enfants, c'est ce vide que certains acteurs, utilisent. Et donc ça n'a pas, en fait, eu de résultat parce qu'en fait, la pression était trop grande, par rapport, aux intérêts, quoi, aux intérêts. Et d'ailleurs, le professeur Elie Tello a démissionné parce qu'il ne pouvait pas avancer.
Enfin, moi, ça, c'est mon interprétation qui dit parce qu'il ne pouvait pas avancer, mais c'est en tout cas ce que j'ai compris, quoi. Parce que justement, là, tu parles de pression, tu parles des crises qui favorisent, en fait, qui créent un vide et qui ensuite favorisent le chaos et puis tous les abus, tous les trafics. Quel est le rôle, en fait, justement, du tremblement de terre en 2010? On en a parlé dans l'émission précédente. On a vu déjà que sur les 6 milliards d'aides internationales, seulement 1% avait été utilisé. Je crois qu'il y a 6 maisons qui ont été construites, qui ont été reconstruites, hein, c'est ça que tu nous avais dit. Et oui, donc il y avait 1% qui avait été de moins d'1% pour les institutions publiques Moins et la Croix-Rouge, elle avait eu 500 millions et elle a fait 6 maisons, a construit 6 ouais, c'est maisons. ça. Donc, plus de ouais, 100 millions par maison à peu près, un peu moins. Mmh. On a vu, tu m'as parlé en off et on va en parler de l'affaire Silsby. Je ne sais pas Mmh si tu mh. es d'accord qu'on en parle maintenant. Oui, tout C'est à une fait. histoire de 10 personnes qui ont kidnappé, enfin en tout cas qui ont tenté de sortir avec une trentaine, 33 enfants Mmh. pour l'adoption, mais Oui, seulement un problème, c'était que les enfants en question n'étaient pas des orphelins. Ces exactement, enfants avaient toujours leurs parents. Alors, qu'est-ce exactement. qui s'est passé exactement? Et ah oui, une chose avant que je te laisse nous expliquer, ce que j'ai vu en allant regarder un petit peu cette association de cette dame, Laura Silsby, c'est que son association, elle l'a créée en novembre 2009, soit 2 mois avant le tremblement de terre. Alors, c'est quoi cette histoire? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Bah, oui, 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 hein et en fait, pourquoi est-ce qu'elle a créé 2 mois avant le tremblement de terre? Ça, c'est un mystère parce que soit le tremblement de terre était planifié. Bon, parce que maintenant avec la géo-ingénierie, on ne sait pas, Ouais, mais bon. exactement. Voilà, donc ça, on peut pas confirmer évidemment, mais en tout cas, il y avait de toute façon, comment dire? Une préméditation puisqu'elle avait déjà été arrêtée avec 40 enfants. Donc elle a été d'abord arrêtée à la Ah, frontière, entre la OK, République dominicaine et Haïti avec 40 enfants. Donc d'accord. on lui a dit évidemment que c'était illégal et donc elle a, on l'a renvoyée et on a repris les enfants et cetera. Et puis donc, c'était donc, je pense 10 jours après, le tremblement de terre, elle a récidivé. Donc là, c'était 33 enfants, Mmh. qu'elle a essayé d'emmener jusqu'en République dominicaine. Là, heureusement, donc elle a été arrêtée avec toute son équipe et donc en fait, elle a été en prison parce que, le donc d'ailleurs, il y a un email sur WikiLeaks Oui, on va de voir ça après justement. oui, voilà, donc Ouais, ouais. du premier ministre de cette époque qui dit: «Il savait que c'était mal ce qu'il faisait». Voilà, donc le premier ministre de cette époque dit: «Les missionnaires», parce que c'était soi-disant des missionnaires qui allaient chercher des enfants adoptables, voilà, adoptables, mais en fait, ils n'étaient pas adoptables puisque en fait, sur les 33 enfants, 32 enfants avaient toujours des parents. Donc Oui. et l'autre avait toujours une famille élargie, donc en fait, c'était pas du tout une réponse adaptée Mmh mh. et mais ça n'étonne personne puisque, quelques jours avant, Hillary Clinton avait reçu un email la prévenant qu'il y avait eu 20 nourrissons qui avaient été volés dans une maternité et sa réponse était «as predicted», donc As comme predicted. prévu. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est quand même une réponse assez étrange pour, une secrétaire d'État quand on lui annonce qu'il y a des enfants qui ont disparu d'une maternité. Donc voilà et il y a évidemment un lien entre, la fondation Clinton et l'affaire Silsby, puisque en fait, ben, les Clinton sont intervenus pour libérer, Laura Silsby et donc Laura Silsby, pour finir, n'a passé que 3 mois en prison avec, comme Chef chef d'accusation. d'accusation. Voilà, Oui, c'est ça, donc voyage d'accusation. irrégulier. Donc elle a tenté d'enlever 33 enfants mais c'est un voyage Voyage irrégulier
et elle a donc 3 mois de prison, donc les mois qu'elle avait déjà passés en prison, d'accord? Elle n'a pas passé plus de temps en prison, donc c'était juste les 3 mois qu'elle avait déjà passés en attendant que tout ça se passe. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est retournée aux États-Unis? Eh ben, donc, elle a reçu un poste, elle a été cadre dans donc sur Alert Sense, qui est Ouais, une plateforme qui centralise toutes disparition. les informations sur les enfants disparus. C'est ça. Donc, c'était exactement la bonne place pour cette personne, pour Laura Silsby qui essayait d'enlever des enfants. C'est vraiment le monde inversé, hein. C'est celui Exactement. qui faute et qui commet des crimes, qui est récompensé dans le même domaine dans lequel il a déjà commis un crime. C'est quand même dingue, hein. Voilà, exactement, exactement. Ben donc c'était juste pour montrer que voilà, hein, donc je pense que tout le monde peut en tirer les conclusions. À vous de Voilà, juger. moi je vais pas donner de conclusions, mais je pense que tout le monde peut les tirer. Je crois que l'évidence s'impose. Juste pour revenir sur l'un des mails de WikiLeaks de Mmh. Hillary Clinton, le nom de cette association qu'a créée Laura Silsby, c'est New Life Children's Refuge, donc Oui, c'est ça. NLCR, vous pouvez aller voir sur Internet. Et effectivement, quand elle a changé de nom, je crois qu'elle est devenue Laura Gaylord, Taylor, oui, Gaylord, Taylor. elle a Mmh. été promue juste après à la tête de Alert Sense. Ouais, c'est un truc assez fou. Mais bon, plus rien ne nous étonne, n'est-ce pas, ma chère Nadia? Bah oui, Heu, oui, oui. pour revenir un petit peu en France, on a cette histoire avec François Léotard, qui était un politicien il y a plusieurs années, il y a quelques décennies, qui nous parle d'un monde occulte et caché que les médias ignorent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur un plateau radio, il a parlé de 30 000, c'était en 2005, donc il y a maintenant 21 ans, qu'il y avait 30 000 à 40 000 enfants qui disparaissaient par an en France. Là, je vous mets justement l'affiche Missing. Vous voyez régulièrement passer des annonces d'enfants qui disparaissent. Alors aujourd'hui, c'est plus que 30 000 à 40 000, c'est au moins 50 000, mais ça veut dire que c'est à peu près, en tout cas à l'époque, c'était 100 enfants par jour quand même. Alors, Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que François Léotard avait découvert le pot aux roses, ou en tout cas voulait parler et puis on l'a fait taire? Parce qu'on n'a pas vraiment entendu parler de cette histoire-là à l'époque. Moi, je découvre avec toi aujourd'hui. Oui, ben, en fait, moi, je peux pas te parler vraiment de cette histoire. En fait, moi, ce que je voulais montrer avec ça, en fait, c'était vraiment que, ça existe partout. Ça existe partout, tout le temps et qu'en France aussi et que ce n'est pas du tout une affaire, d'Haïti, d'un pays pauvre quelque part. C'est vraiment ici, c'est partout, en fait et c'est ça, moi, que je voulais montrer avec cette information-là, en fait. Parce Ouais. qu'en tu vois? Donc il y a eu vraiment des personnes qui se sont exprimées sur la question. Donc Mmh. comment ça se fait justement qu'on n'en a pas entendu parler? Moi, c'est ça ma question, tu vois? C'était ça que je trouvais intéressant, mais sinon moi j'ai pas creusé cette histoire D'accord. avec Léotard. Mmh mh. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a plus de 20 ans, cette question était déjà soulevée, y compris dans les milieux politiques. Même si Exactement. les médias le cachent encore un peu. Bon, avec Epstein, les fichiers Epstein et puis l'affaire Bruel et puis toutes ces affaires qui sortent en ce moment, c'est de plus en plus difficile de garder les angles morts sur la pédocriminalité. Oui, Mais en tout cas, jusque-là, c'était quand même des secrets assez bien gardés, et on oui. verra qu'avec les fichiers Epstein, bah, c'était plus Mmh que mh. gardé, c'était vraiment, Oui, officiellement oui. secret. On a ce Mmh mh. rapport du, Modern Slavery in Haiti, donc c'est l'index 2023 sur l'esclavage en Haïti, donc le pays qui compte 11 millions 4 d'habitants, et on voit que 8 8 enfants, 8 personnes sur 1000 en Haïti sont en esclavage moderne. Ça représente presque 100 000 personnes qui vivent dans l'esclavage moderne. Est-ce que c'est un nombre qui est plus fort qu'ailleurs? Alors, on sait, tu me l'as dit en tout cas, que c'était le deuxième pays des Amériques, après les États-Unis, Haïti, Oui. Donc en concernant termes je de pense prévalence, hein, donc c'est pas le nombre total, c'est vraiment si on prend le la nombre total proportion. d'habitants, voilà, c'est Voilà, la proportion, hein, proportion. évidemment, puisque Absolument, dans les évidemment. pays où il y a beaucoup plus d'habitants, il y aura beaucoup Mmh. plus de C'est voilà. Mmh mh. c'est toujours des ratios qu'on compare, parce que Oui, c'est effectivement, sinon exactement. c'est toujours les grands pays qui sont, devant. Mmh mh. Quels autres pays
Dans quels autres pays y a-t-il du trafic d'enfants? J'ai compris qu'en Guatemala, en Oui, Ukraine donc également? en Guatemala, en fait, il y a eu vraiment au moment de la guerre civile, en fait, c'était carrément les militaires qui tu peux mettre l'autre en fait, ouais, voilà. Donc il y avait vraiment les militaires en fait qui prenaient les enfants et qui les vendaient. Et donc il y a eu Colin Fanon qui est qui a été enfin qui est guatémaltèque et qui a été adopté en Belgique, qui a découvert cette histoire et qui a vraiment qui a vraiment essayé, enfin, elle n'a pas essayé, elle est arrivée en fait, hein, elle est vraiment arrivée à porter cette histoire en justice et à faire en sorte que les choses bougent. Et donc en fait, au Guatemala maintenant, il y a eu un genre de réparation quand même par rapport à cette histoire. Et ça, c'était l'autre image que tu mettais tout à l'heure. Voilà, Vas-y, je te laisse faire. voilà, oui, oui, oui. Donc ça, c'est parce que Colin Fanon a vraiment, comment, vraiment été active quoi par rapport à son histoire, par rapport au fait de l'adoption illégale, etc. Elle a retrouvé sa mère et elle a écrit un livre en disant maman. Enfin, le titre du livre c'est Maman, je ne suis pas morte. Donc voilà. Mmh. Et donc voilà, donc au Guatemala, mais en fait, ça touche vraiment tous les pays où il y a des crises. Donc, en Thaïlande, après le tsunami, il y a eu énormément de trafic d'enfants. En Ukraine, en effet, en Ukraine, En Ukraine, on a ça, on a même voilà. TF1 qui en a parlé. Mais voilà, exactement. Donc, en Les Ukraine, avec enfants. la guerre, du coup, il y a eu aussi du trafic d'enfants. En Afrique, avec toutes tous les troubles qu'il y a en Afrique, parce que l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment, il y a plus de 20% de trafic d'enfants juste dans cette partie du monde. Voilà. Et donc, toutes les crises, en fait, chaque fois créent des vides qui sont remplis par des criminels qui font du trafic, parce qu'en fait le trafic d'enfants c'est vraiment pour les criminels en fait c'est quelque chose de très facile, parce que c'est très facile de kidnapper un enfant, surtout quand il y a une catastrophe comme le tremblement de terre en Haïti ou le tsunami. Les enfants ils sont dans la rue, il suffit de les prendre, donc ça coûte rien. Et un enfant en fait a 2 à 3 fois plus de valeur qu'un adulte, et parce qu'il peut être utilisé, Ouais. usé pendant de Mmh. longues années. Et une fois qu'on l'a usé, désolé, mais comme les enfants sont pris pour des marchandises dans certains cas, donc c'est pour ça que je dis usé, alors après, il y aura encore le trafic d'organes, donc on va leur prendre leurs organes. Donc en fait, les enfants sont vraiment utilisés jusqu'au bout, et puis après, ils vont être sacrifiés d'une façon ou d'une autre. Donc les enfants, en fait, représentent pour les trafiquants, parce qu'en général, les personnes qui font du trafic d'enfants font aussi les autres trafics, hein. Donc en général, c'est tous des réseaux voilà, qui agissent comme ça de façon coordonnée et combinée. Et donc voilà, donc pour eux, c'est extrêmement facile, et c'est aussi ce qui rend le problème si difficile, c'est que les enfants, une fois qu'ils sont trafiqués, en général, ils sont trafiqués dans un autre pays où on ne parle pas leur langue, et donc en fait, ils sont au niveau géographique, au niveau de la langue, en fait, ils sont coincés, quoi. Ils sont Il y a complètement, Voilà, dépendants, ils peuvent pas s'en exactement. sortir tout Ils seuls. sont dépendants donc des criminels qui les ont pris, et donc c'est Et pour ça que c'est aussi difficile. Et les chiffres, en fait, en fait, c'est les chiffres officiels, mais tout le ouais, on monde sait sait bien, ils tout le sont monde sait que les sous-évalués, chiffres hein. sont beaucoup plus élevés. Ouais. Quel est le rôle exactement, enfin, à ton avis, des ONG, de, de le du fonds USAID, hein, que Trump Oui, a coupé? oui. Quelle est leur, leur contribution à ce trafic? Parce que je crois qu'il n'est pas anodin, c'est ce que tu dis dans tes articles, hein. C'est sûr que c'est pas anodin. Donc, l'USAID, en fait, a vraiment déstructuré Haïti en profondeur. Donc ça, c'est un article dans Pambazooka, donc où la journaliste explique, elle a un nom enfin, elle a un surnom, où elle explique en fait comment l'USAID a, comment
a déstructuré l'économie, a mis en place a gardé en place certains dictateurs, a vraiment déstructuré le tissu social, etc. En fait, donc il y a eu vraiment plusieurs actions en fait que l'USAID a faites et qui ont qui ont provoqué et qui ont amplifié les crises, tu vois? Ouais. Et donc c'est ça le problème. Et les ONG et aussi donc l'USAID aussi est à l'origine de ce qu'on appelle en Haïti la NGOisation, tu vois? La Ouais. NGOisation de Haïti, donc c'est-à-dire le fait que les ONG en Haïti ont quasiment pris, comment ont quasiment pris, je dirais, le rôle et l'autorité de l'État, du gouvernement, et parce que en fait l'argent tourne plus autour des ONG qu'autour des institutions publiques. Mais le problème, et c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que à partir du moment où il y a des ONG de l'humanitaire ça doit être à court terme, et pour porter les projets humanitaires sur le long terme, il faut des institutions publiques. Ce qu'il n'y a pas en Haïti, ou des institutions très très faibles qui ne permettent pas de porter le travail des ONG. Et donc les ONG en Haïti en fait sont beaucoup en fait avec des criminels à l'intérieur. Alors évidemment les ONG, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui pensent bien faire, etc. Mais dans le mécanisme en lui-même, tu vois, parce que par exemple en Haïti, on parle carrément de sexpats, donc les sexpats. Tu vois, c'est pas les expats, c'est les sexpats. Donc, Oui, donc oui, j'ai voilà. vu d'ailleurs, on a un Oui, article là-dessus de Libération. oui. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils en parlent parce qu'ils vantaient la pédophilie en Et voilà, je 1907, les trois que donc tu veux connaître, pas c'est toujours celui-ci. cohérent. Voilà, exactement, le fléau des sexpats. Oui, donc on voit bien que les ONG en Haïti en fait ne sont pas si clean que ça. Donc il y a eu comment plusieurs ONG, donc Oxfam, la Croix-Rouge. Enfin, il y a eu vraiment chaque fois les ONG en fait en Haïti, il y a chaque fois des scandales. Il y a eu évidemment l'ONU avec enfin voilà, il y a eu enfin l'ONU c'est pas une ONG, mais voilà, ils font normalement du développement, de l'aide au développement, etc. Mais il y a eu aussi beaucoup de scandales, dont celui je ne retrouve plus le nom de cette maladie. Enfin voilà. Donc en fait, ils ont apporté une maladie qui a décimé beaucoup de personnes en Haïti, quoi. On va la retrouver. Donc le Oui, rôle oui, c'est des une maladie connue, mais voilà, j'ai oublié. est-ce que ces organisations internationales humanitaires, ces organisations, d'aide, d'ailleurs USAID, hein, ça fait penser à de l'aide aussi, même si en anglais on dit pas aid, on dit help, mais il y a souvent Oui. comme ça des consonances. Ce ne serait pas finalement des façades, enfin des espèces d'organisations cachées, ou en tout cas qui ne font pas ce qu'elles disent, des paravents pour légitimer, pour couvrir ces trafics. Ah ben, bien sûr, hein, bien sûr. En fait, c'est un système en fait qui se légitimise en fait par les bonnes intentions. C'est Mais ça. parce qu'en fait, ça va à 2 niveaux. Donc en fait, il y a les travailleurs sur le terrain qui sont motivés, qui font le mieux qu'ils peuvent, et cetera. Et puis Ouais. après, il y a un autre niveau, qui dit: «Ben voilà, il y a une crise, on va aller prendre des enfants. Il y a une crise, on va aller, prostituer des jeunes femmes, on va aller, prendre telle ou telle ressource», et cetera. Donc en fait, ça permet ça permet aussi ça, donc ça permet d'agir à 2 niveaux sous l'apparence, de la philanthropie, sous l'apparence, voilà, De la de bienveillance, de bienveillance. l'aide, du soutien, Exactement. Mmh. effectivement. On va regarder maintenant ce qu'on peut trouver, hein. Vous tapez, justice.gov/Epstein, hein, les fichiers Epstein. J'ai encore consulté cet après-midi les fichiers. Vous tapez Haïti,
D'ailleurs, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne quand on fait ça, parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure et j'aimerais vous montrer sur quoi on tombe, si j'y arrive. Mais faites-le en même temps que moi, vous verrez, vous tapez Haïti, vous verrez, il y a plus de 400 occurrences. Oui. Attendez, je sais, je vais retourner comme ceci et on va le faire ensemble. Donc, c'est parti. Non, c'est pas sur celui-ci. Attendez, il faut juste que je trouve la bonne slide, enfin pas la bonne slide, mais la bonne page à vous montrer. Département de justice, voilà, celle-ci. Et maintenant, je vais la partager et on y va ensemble. Donc ça, c'est la page des fichiers Epstein. Voilà, et on met, donc on tape dedans, vous voyez. D'abord, il faut préciser qu'on a plus de 18 ans, donc oui. Et puis ensuite, vous tapez Haïti. Je vais le réécrire, donc je vais l'effacer et le réécrire. Pas besoin de mettre les trémas, vous mettez Search, et vous voyez, il y a 479 résultats. Et je vais prendre, je ne sais pas si c'est celui-ci, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Voilà, il parle de la fondation ADO, mais je crois qu'on en parle, tu en as parlé dans tes captures d'écran qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui est on parle de la plus grosse école, de fournisseur d'école, le plus gros fournisseur d'école des États-Unis. Mais pourquoi pourquoi Jeffrey Epstein envoie un mail à Cécile de Jonghi, je crois, ou de Jong, pour lui parler de fourniture d'école, de la plus grosse entreprise de fourniture d'école pour Haïti. Moi, c'est quand même une question qui pose question. Là, on est en 2012, mais on va vous montrer des mails aussi qui datent de 2010. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir mettre des écoles et de fournir des écoles en Haïti? Qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Ben écoute, évidemment, il allait pas construire des routes, hein. Il y a pas d'enfants qui construisent des routes, hein, donc, chez Epstein. Donc, c'était la plus grande école d'Haïti qu'il voulait construire. Donc, Voilà. voilà, c'était son objectif. Il voulait donc construire la plus grande école d'Haïti. Heureusement, il n'a pas pu le faire parce que sinon, ça aurait été une catastrophe pour Haïti. Et en fait, c'était, en tout cas, donc après le tremblement de terre, je ne sais pas si avant le tremblement de terre, mais en tout cas après le tremblement de terre, donc en fait, Jeffrey Epstein en fait voulait vraiment investir en Haïti. Il voulait, enfin pas investir, il voulait mettre son argent en Haïti parce qu'il disait que c'était un des endroits qui était bien pour mettre pour mettre de l'argent. Et il trouvait que Michel Martelly était quelqu'un de hilarant et de super sympa, alors que Martelly a quand même a quand même pillé Haïti avec l'affaire Pétrocaribe. Donc, voilà, Martelly n'était pas vraiment quelqu'un qui était en faveur du peuple haïtien. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a dit Haïti is open for business, hein, mais évidemment c'était seulement le business qui arrangeait tout le monde, c'est-à-dire donc mettre des zones franches avec des factories, donc des usines avec de la main d'œuvre très bon marché, exproprier des paysans pour se faire, etc. Donc voilà. Et Epstein là-dedans en fait, apparemment, en fait, c'était un de ces terrains de jeu, Haïti, puisque l'île de Little Saint James n'est pas très 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 loin. Et là, en fait, ça, ce sont des informations à confirmer parce que bon, c'est difficile d'avoir des sources sûres, mais que dans son trajet, en fait, quand il venait des États-Unis ou de je sais pas d'où, il passait par la République dominicaine, Haïti, et puis il allait vers Little Saint James. Donc voilà, mais ça c'est à confirmer parce que ça, je n'ai pas de certitude. Alors, à vos claviers et à vos sources, et on va confirmer tout ça. Oui, il y a eu plusieurs mails, on a même vu, alors je ne sais plus lequel c'était le concert de Sean Penn, là, Oui. à Cannes, c'était pour le 18 mai 2012,
que cette dame, Peggy Segal, qui avait un grand rôle dans Hollywood, c'était une personne très influente qui a été virée depuis les enquêtes sur Epstein, depuis 2018, en fait, depuis qu'on a découvert qu'elle avait un rôle assez proche de Jeffrey Epstein. Donc, Peggy Segal demande dans ce mail à Epstein de lui payer un billet à $5 000 pour assister au concert de Sean Penn en Haïti, en fait. En Haïti ou à Cannes? Maintenant, je ne sais plus. Ben, en fait, c'est le carnaval d'Haïti à Cannes. Donc, je Ah sais oui, pas, c'est en ça. fait, c'est C'était ça, pour le carnaval. un gala de charité en Oui, faveur d'Haïti. oui, C'était à Cannes, c'était ouais. ça. C'était ça. Donc, en effet, donc Epstein était toujours, en fait, avait un lien avec Haïti, mais il avait aussi un lien avec les Clinton. Et les Clinton avaient un lien Oui, très très fort avec Haïti depuis très très ouais, ouais. longtemps, puisqu'ils ont même fait leur voyage de noces en Haïti, hein, les Clinton. Hein. Ah, Donc je c'était savais pas. vraiment, oui, oui, Ça. oui, oui. Donc les Clinton étaient en Haïti déjà depuis très très longtemps. Et voilà. Donc heureusement qu'en 2016 ce n'est pas Hillary Clinton qui a gagné les élections, parce que sinon, avec son mari Bill et son ami Epstein, je crois qu'il n'y aurait plus d'enfants en Ah, Haïti. ça aurait été open bar, là. Ah oui, oui, oui. J'ai découvert aussi, j'ai lu, alors tu parles du film Sound of Freedom dans tes Oui, articles, et en oui. lisant un petit peu la fiche de Sound of Freedom, j'ai revu, parce que je me souviens que je l'avais déjà vu à l'époque, mais le film avait été inspiré de D'une Haïti, histoire en fait, de ce qui se passe en Haïti. C'est Jim Caviezel, Caviezel ou Caviezel, Caviezel. Caviezel qui joue le rôle de Tim Ballard, qui était un agent Oui, secret, oui. qui voulait sauver les enfants. Et effectivement, ça se passe en Haïti. En tout cas, il y a une partie du film qui se passe en Haïti, n'est-ce pas? Exactement. Enfin, dans le film, en fait, comment? Par rapport à la vie de Tim Ballard. Donc, moi, c'est surtout ça que j'ai analysé, c'était la vie de Tim Ballard. Et donc, Tim Ballard, lui, en fait, sa première enquête, c'était en Haïti. Donc, en fait, juste après le tremblement de terre, il a eu des contacts, en fait, avec un père dont son enfant avait disparu. Et comme l'enfant était né aux États-Unis, du coup, ça devenait de la juridiction des États-Unis. Et donc, Tim Ballard a pu intervenir. Et donc en Haïti, donc c'était vraiment sa première mission. Et donc là, il a fait tout un travail pour démanteler tout un réseau. Il a pu sauver une vingtaine d'enfants à ce moment-là, mais pas, je pense, que c'était Gary, le nom du du petit garçon. Lui, il n'a pas retrouvé. Mais le père, en fait, était tellement content enfin pas content, mais il s'est dit, ben, si la disparition de mon fils a fait en sorte qu'on a pu retrouver 20 enfants, Ouais. eh ben, j'accepte quoi, j'accepte la perte, j'accepte le deuil, et il a adopté des enfants qui pour eux vraiment n'avaient plus de famille, etc. Et donc ce film en effet donc retrace l'histoire de Tim Ballard, de ses missions par rapport au trafic d'enfants, puisque c'est vraiment devenu un des experts, un des plus grands experts par rapport au trafic d'enfants. Donc il a créé l'association OUR, donc Underground, enfin bref, je vais pas le dire en anglais, mais voilà. Donc il a créé cette association dont il a été viré, etc. pour des raisons très louches. Mais en tout cas, voilà. Et donc le film se passe. Je ne sais pas s'il y a vraiment cette partie en Haïti, parce que sinon ça se passe en Amérique latine en fait. Donc, Oui. mais l'histoire de Tim Ballard vraiment, ça a commencé en Haïti. Et d'ailleurs, Tim Ballard, lui, a aussi adopté 2 enfants qu'il a sauvés, quoi. Qu'il a sauvés Mmh. ce jour-là. Il a adopté 2 enfants qui, pour le coup, eux, ils avaient vraiment plus de parents, quoi. D'accord, OK. En tout Donc, cas, en effet, directement lié avec Haïti. oui, oui, j'ai l'impression qu'Haïti est vraiment central, hein, c'est vraiment une plaque tournante, hein, par rapport à Oui, tout oui, ça. Je vous invite oui. vraiment, ceux qui nous regardez, vous qui nous regardez, à lire ces différents articles, surtout, enfin pas surtout, tous en fait, mais l'interview de François Hanot, j'ai trouvé extrêmement touchant et très, très sourcé, très intéressant. Et puis le dernier, donc qui date de avril 2026, donc il y a à peu près un mois, oui, il y a un mois. Protégeons les enfants, un regard sur les enjeux du trafic d'enfants, dans lequel tu parles vraiment, et je vais montrer l'image, de l'éléphant dans la pièce.
C'est vraiment cette partie qu'on n'aborde pas dans les médias, l'angle mort spécifique des médias, je dirais même Mmh. préféré des médias, c'est tout ce qui touche à la pédocriminalité et j'espère Exactement. qu'on est dans une ère, on est entré, je pense d'ailleurs, qu'on est entré dans cette ère où, eh bien, ces éléphants vont commencer à se faire connaître Ben, petit grâce à à des petit, personnes hein, comme petit toi. à petit, avec justement la diffusion des dossiers Epstein, de plus en plus, en fait, la pédocriminalité, les trafics, les réseaux sont de plus en plus mis au grand jour. Et heureusement, parce qu'en fait, cet éléphant dans la pièce de notre société, qui est un énorme éléphant, hein, donc c'est plus de 200 milliards par an. Ça reprend vraiment énormément En fait, ça a beaucoup de conséquences en fait. Et donc, les éléphants dans la pièce de notre société ont énormément de conséquences puisque c'est ça qui va créer toutes les tensions que nous avons. Et donc, quand un éléphant n'est pas nommé, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il y a autour de cet éléphant ne sera pas nommé aussi. Donc, par exemple, si on prend le trafic d'enfants, comme il n'est pas vraiment débattu, comme il n'est pas vraiment traité, eh ben, par exemple, toutes les mesures de protection de l'enfance ne vont pas suffire, toutes les mesures de pénalisation des criminels ne seront pas suffisantes, la protection des témoins ne sera pas suffisante, etc. Donc, tant qu'on ne nomme pas les éléphants dans la pièce de notre société, et il y en a plein, hein, des éléphants. Il y a le trafic d'enfants, c'est un énorme, mais il y en a plusieurs. Et donc, tant qu'on ne les nomme pas, en fait, ben, tout ce qu'il y a autour, en fait, est insuffisant et crée des tensions au quotidien, puisque comment le trafic d'enfants avec le compromat, hein, puisque c'est ça en fait. Le dossier Epstein, c'est quoi? C'est le compromat, c'est-à-dire donc de corrompre des élites et par des contenus pédocriminels, de les corrompre et après donc il n'y a plus de démocratie en fait. Donc c'est extrêmement grave puisque à partir du moment où la pédocriminalité est utilisée en politique pour faire taire ou bien pour faire dire ou bien pour faire agir certaines personnes, eh ben donc ces personnes sont tenues et ne peuvent plus être au service de la population, ne peuvent plus être donc tenir leur mandat en fait, puisque voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de venir à bout de la pédocriminalité et des réseaux, parce que ils sont justement gardés par des personnes corrompues qui ont tout à perdre parce qu'ils ont été compromis avec des enfants dans des situations graves. Et donc le trafic d'enfants alimente aussi ce réseau de compromates, tu vois? Donc voilà. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai une solution, une idée comme ça, ce qui paraît, un peu naïf, mais si ces gens-là avouaient leurs crimes, ils ne seraient plus, soumis au moindre chantage ensuite et ils pourraient se dégager de cette, enclume, de cette, épée de Damoclès qui est sur leur tête et ils pourraient enfin, être libres. Enfin bon, heu, Oui, je ben, je pense que ce qui est, c'est que, c'est par rapport aussi à leur famille, et cetera, tu vois? Donc, s'ils se dénoncent, bah, ça va rejaillir sur toute leur famille, sur tout le monde, et je pense que c'est pour ça qu'ils ne le font ça pas. ça libérerait le monde, ce serait encore mmh. Ah ben oui, bien sûr, hein, bien sûr. Ben, ça, c'est un peu ce que j'écris dans l'article, «Protégeons les enfants». Donc en fait, je vais prendre quelques minutes pour en parler si tu veux bien. Oui, avec plaisir, Nadia. Donc en fait, le trafic d'enfants peut aussi être vu comme un iceberg, donc avec le conscient qui est émergé et l'inconscient qui est immergé. Et donc ça, c'est un peu le modèle de ce qu'on appelle la deep démocratie, donc la démocratie profonde et en fait qui travaille avec dans la résolution de conflits au niveau des groupes. Et en fait, ce que dit la deep démocratie, c'est que en fait le potentiel de sagesse d'un groupe, en fait, se trouve dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est caché, ce qui n'est pas débattu, etc. Et donc, ce que ça fait aussi, ce qui n'est pas débattu, c'est que ça crée ce que la deep démocratie appelle la ligne de sabotage
messages où il y a des plaintes, des sarcasmes, des excuses, de la procrastination, voilà, tout ça, de la manipulation, de la condescendance, tout ça, tous ces comportements, en fait, sont dus directement au fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, imagine, Chloé, le nombre de plaintes qu'on entend chaque jour de la population, le sarcasme, la procrastination énorme, tout ça, tous ces comportements qu'on connaît tous, hein. Donc, mais c'est dû en fait à tout ce qui n'est pas dit. Et tout ce qui n'est pas dit, ce sont tous les éléphants dans la pièce de notre société. Et donc c'est un potentiel de paix pour l'humanité en fait, parce que et c'est ça que dit la deep démocratie. Donc c'est vraiment qu'à partir du moment où on libère l'inconscient collectif d'un groupe, parce que l'inconscient collectif d'un groupe fonctionne exactement de la même façon que l'inconscient individuel. Donc c'est-à-dire quand un inconscient individuel est refoulé, ben, ça crée des tensions et des problèmes, et le fait d'exprimer, ça libère. Ben, c'est pareil, exactement pareil pour un inconscient collectif. Et donc, l'inconscient collectif, une fois qu'il peut être libéré, mais ça, pour ça, c'est tout un travail, hein. Donc, ça se fait pas comme ça, évidemment. Donc, c'est tout un travail de pouvoir, et ça se passe beaucoup au niveau de la communication, évidemment, mais de pouvoir aussi entendre tout ce que ben les personnes qui d'habitude n'ont pas la parole ont à dire sur cette situation. Et donc c'est vraiment en fait un levier pour la paix dans l'humanité. C'est vraiment de pouvoir dire, exprimer. Et le fait d'exprimer permet le développement du pouvoir d'agir. Et c'est un entraînement, tu vois, c'est vraiment un entraînement, et c'est vraiment ça que j'aimerais faire passer, c'est de dire, mais voilà, il faut s'entraîner à dire ce qu'on voit quand ça ne va pas. Il faut s'entraîner à le dire, et parce que ça va nous permettre d'agir, ça va nous permettre déjà de pouvoir agir par rapport à nous, par rapport à notre entourage, de dire, attends, ça, c'est quelque chose, c'est pas juste, ou bien c'est pas comme ça exactement, etc. Est-ce que, voilà, donc le fait déjà de pouvoir se le dire à soi et à son entourage, ça a déjà une conséquence, mais en plus, si on peut le faire à plus grande échelle. Et il y a en effet, c'est Nexus qui disait ça à un moment, voilà exactement, Nexus qui disait: «Mais la démocratie, en fait, le carburant de la démocratie, c'est la transparence». Et donc en fait, il y a pas de démocratie s'il y a pas une transparence, en fait, hein. Ça, j'aime beaucoup cette citation de Marc Passio que tu viens de mettre. Donc en fait, la connaissance, donc l'ignorance, l'ignorance qui est souhaitée, Volontaire. voilà, en présence de la connaissance du mal, est la mesure d'une mauvaise personne. Donc plus une personne sait ce qui ne va pas, et moins elle le dit, eh ben plus c'est une mauvaise personne, en fait. Et donc une fois qu'on est au courant, on a le devoir de parler, on a le devoir de faire quelque chose, même si c'est à une toute petite échelle, parce que tout le monde ne peut pas être activiste, tout le monde ne peut pas être, voilà, et cetera. Tout le monde ne peut pas faire des grandes actions, mais au moins de pouvoir se dire, voilà, donc par exemple, par rapport, au trafic d'enfants, par rapport aux adoptions, beh, c'est pouvoir se dire: «Mais est-ce que vraiment, ce système d'adoption est vraiment, pertinent dans ce contexte? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour ce contexte? Est-ce que vraiment, voilà, de se poser ce genre de questions, de demander aussi, hein, de demander, par exemple, si vous devez adopter, mais est-ce que vraiment, les enfants n'ont pas d'autres solutions? Est-ce que moi, qui voudrais, aider un enfant, est-ce que je peux pas renforcer sa famille, renforcer sa communauté, et cetera? Donc ce sont des questions, en fait, que petit à petit, on peut commencer à se poser, et qui vont avoir un impact sur l'ensemble de la société, parce que le trafic d'enfants, en fait, concerne l'humanité. C'est pas que ça concerne Haïti, là, qui est dans la misère, et cetera. Non, c'est pas ça. Ça concerne vraiment l'humanité, comme je viens de montrer avec ce schéma de l'iceberg. Donc c'est toute l'humanité, et ce quelque chose que j'aurais voulu dire aussi, c'est que, pourquoi est-ce que ça concerne toute l'humanité? Je vais mettre cette image ici. C'est parce qu'en fait, on parle toujours des droits de l'enfant. On parle des droits de l'enfant,
Mais moi, en fait, j'aimerais mettre le droit à l'enfance en parallèle, en fait. Donc, en effet, dans les droits de l'enfant, par exemple, il y a le droit à l'éducation. Mais moi, ce que je vois ici en Belgique, ben, c'est que les enfants sont 8 heures assis par jour, en silence, à faire la compétition avec leurs amis, dans un environnement en béton avec des grillages tout autour. Est-ce que ce droit à l'éducation est comment respecte le droit à l'enfance? Et donc, on peut voir à ce moment-là que le curseur en fait du droit à l'enfance, même en Occident, en fait, il est pas, il est pour moi déjà dans le rouge aussi, et que en fait le trafic d'enfants, c'est vraiment une privation totale des droits de l'enfant, une privation totale du droit à l'enfance. Et donc, en tant qu'humanité, en tant qu'humanité, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ce droit à l'enfance qui n'est pas respecté? Donc ici en Occident, déjà, pour moi, il est dans le rouge parce que voilà, je pense que le droit à l'enfance n'est pas respecté ici non plus. Dans un pays comme Haïti, c'est encore pire. Et donc le curseur se place à un certain niveau, mais ça concerne l'humanité. Quelle enfance voulons-nous pour notre humanité? Est-ce qu'on, voilà, où est-ce qu'on met le curseur du droit à l'enfance dans notre humanité? Ben là, pour l'instant, ben, le curseur, il est totalement, voilà. Donc, avec le trafic d'enfants, avec ces millions d'enfants, ces millions d'enfants. Donc, Robert, c'est pas du tout anecdotique, quoi. Robert Steele, et ça c'est en commentaire, on me l'a rappelé effectivement, qui est mort en 2021, si je ne m'abuse, dénonçait 8 millions d'enfants qui disparaissent par année. Et ça, c'est ce qu'on sait. Alors, faut pas demander ce qu'on sait pas, quoi. C'est vraiment Ben oui, la parce qu'avec un le sur trafic 1000, quoi. d'enfants, avec le trafic d'enfants aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas déclarés. Donc, soit il y a des fermes à viol, hein, donc il y a vraiment des endroits où on viole les femmes pour qu'elles fassent des enfants, on vend les enfants, on vend les cellules souches, on vend, etc. Donc l'enfant est une marchandise. Et donc ça, enfin voilà, c'est extrêmement grave, quoi. C'est extrêmement grave. Donc, Il est temps que la lumière se fasse sur tous ces éléphants qui commencent à prendre beaucoup de place dans la petite pièce de la conscience humaine. Et je exactement. trouve que c'est très bien qu'on ait parlé d'Haïti parce que c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un cas d'école, je dirais, de ce qui se Oui, passe dans tous les pays qui essayent de s'en sortir et qui ont en tout cas toutes les ressources aussi, pas seulement oui. des ressources en humain, mais des ressources de produits, de Oui, en fruits, de légumes, de minerais, de terres mmh rares, etc., qui sont Oui, toujours les victimes, les cibles des pays occidentaux qui les vampirisent et qui exactement, les abîment et les détruisent. Euh, exact. Encore un petit mot peut-être sur le triangle de Karpman, parce qu'il est présent aussi dans tes articles. Comment tu Oui, peux oui. illustrer avec donc le fameux triangle persécuteur, sauveur et victime, Mmh comment il intervient dans cette logique de dépendance, de soumission, d'obéissance à l'oppresseur, à celui qui a l'autorité, qui vient en prédateur. Enfin, comment ça se goupille tout ça? Ben, en fait, c'est vraiment, comme on dit, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, de bonnes intentions. Donc, ça illustre absolument cet adage, en fait, hein, parce que le sauveur, en fait, pense bien faire. Voilà, le sauveur pense bien faire, mais mais en voulant sauver, il crée la victime. Et la victime, elle, en fait, comment? Premièrement, ben, on la prive de ses droits parce qu'en tant que victime, elle n'est plus souveraine. Et soit le sauveur, soit la victime va se transformer en persécuteur et ça va devenir un triangle infernal. Donc, c'est ce qu'on appelle le triangle infernal de Cartman. Et en fait, on peut le décrire par l'effet Cobra. Donc, l'effet Cobra, en fait, c'est une histoire qui s'est passée en Inde pendant la colonisation où les Anglais ont vu qu'il y avait trop de cobras et donc, en fait, ils ont commencé à financer les personnes qui allaient leur apporter des cobras morts. Et Ah donc, oui. ils ont donné de l'argent pour chaque cobra, etc. Et donc, évidemment, les Indiens sont très intelligents, donc ils se sont dit, ben, on va commencer à faire de l'élevage de cobras. Et donc, ils ont commencé à faire de l'élevage de cobras.
Et une fois évidemment que les Anglais s'en sont rendus compte, ils ont dit non, on arrête le programme là de, de financement de l'abattage des cobras. Et évidemment, ce que les Indiens ont fait, c'est qu'ils ont relâché tous les cobras qu'ils avaient élevés, puisqu'eux, ils n'en avaient pas besoin. Et donc, du coup, ça a augmenté le problème. Et donc, en fait, quand on prend le problème comme mesure, d'accord? Donc, quand le problème, c'est la mesure, en fait, ça, on arrive dans un système totalement dysfonctionnel. Et donc, c'est ce qui se passe en Haïti, par exemple, avec la création d'orphelins. Donc, comme beaucoup d'orphelinats sont financés au nombre d'orphelins, bah, du coup, on va créer des orphelins. Donc et donc ça fait partie d'une dynamique vraiment qui est là. Perverse. Et donc là, en fait, après le tremblement de terre, il y a eu une explosion du nombre d'orphelinats parce qu'en fait, la philanthropie, les ONG, etc., disaient s'il y a des orphelins, nous, en fait, on veut les adopter. Donc c'était pas s'il y a des orphelins, on va renforcer les familles et les communautés. Non, c'était s'il y a des orphelins, on veut les adopter. Et donc en fait, et pour les adopter, donc on va financer les orphelinats. Et donc, en finançant les orphelinats, donc, bah, les gens, ils se sont dit, bah, puisqu'il faut des orphelins pour avoir du financement, on va créer des orphelins. Et donc, il y Ça. a eu vraiment c'était énorme, hein, c'était totalement énorme, le nombre d'orphelinats et qui n'étaient pas du tout, donc pour la plupart, ils n'étaient même pas déclarés, hein, ces orphelinats, Mm. évidemment, puisque en Haïti, il n'y a pas vraiment d'État pour regarder à tout ça. Et c'est extrêmement grave, quoi, parce que ça, c'est vraiment du trafic d'enfants. Et c'est entretenu par le soi-disant, il faut sauver les pauvres petits orphelins, quoi, hein, c'est toujours Avec le la même. phrase euh, inversée. C'est un petit peu le même principe que, attends, on oui, va regarder la photo, c'est un petit peu le même principe selon moi, vas-y, oui, que les enfants placés, l'aide sociale à l'enfance en France et le SPMI chez nous, par exemple à Genève, c'est plus il y a d'enfants qui sont placés, plus les budgets sont maintenus. Et s'il y a plus exact. d'enfants placés, il y a plus de budget, il y a du chômage, et donc ils font en sorte qu'il y ait toujours Mhm. autant d'enfants, voire plus, pour avoir plus de budget. C'est pareil avec les maladies également, dans le système de soi-disant santé, dans le système médical. C'est que sans malade, il y a plus de fonds, il n'y a plus de médecins et qu'il faut des malades pour faire tourner la boutique avec des labos, etc. Donc Exactement, c'est mais c'est vraiment vraiment ce système de créer un problème pervers. pour apporter une fausse solution. Et donc ça, François Naud le décrit merveilleusement bien dans l'interview. En fait, c'est que c'est un faux problème, quoi. Donc C'est maintenant, une fausse solution à un faux problème parce que, ouais, comme je disais, parfois les parents donnaient leur premier enfant. Donc les parents n'avaient pas de problème pour éduquer cet enfant puisqu'ils venaient de non. se marier, ils venaient d'avoir un petit lopin de terre, ils n'avaient pas de problème en fait. Donc voilà. Donc maintenant, on sait que ça s'appelle l'effet Cobra. Voilà, exactement, c'est l'effet Cobra, S'en qui fait servir. ce truc-là de voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions et en Haïti, ben voilà tout l'humanitaire et cetera, en fait, ben, malheureusement en Haïti, c'est souvent des mauvaises intentions qui sont cachées derrière les bonnes et Mmh. voilà, c'est comme ça que l'effet Cobra est alimenté par rapport au trafic d'enfants là-bas. Ouais, effectivement. Mmh. Nadia, on arrive au terme de cette heure très riche et très instructive sur ce qui se passe en Haïti et sur ce qui se passe dans tous les pays, Mmh. à haut potentiel, Risque, je dirais, et tous les ouais. pays qui subissent les crises économiques, Mmh. armées, tremblements de terre, météorologiques, etc. Mmh. Et j'espère en tout cas que grâce à tes éclairages, nous serons plus conscients, plus avertis sur les enjeux, sur comment ça s'organise, comment ça se passe, et de faire attention aussi à tous ces grands appels à l'aide humanitaire pour sauver les enfants, pour sauver les populations qui sont très souvent détournés à des fins peu vertueuses. Et Mais ça, c'est un exactement. euphémisme de le dire. Exactement. Et donc, si tu veux bien pour finir, en fait, j'aimerais parler de comment?
Des leviers d'action, en fait, parce qu'en Voilà, fait, on est tout impuissant, parce qu'en fait, le trafic d'enfants, on est totalement légitime pour demander la protection de nos enfants. Autant, tu vois, la corruption des élites et tout ça, c'est difficile d'aller là-dedans, mais par rapport au trafic d'enfants, en fait, l'être humain est programmé pour protéger ses enfants, en fait, hein, donc pour protéger les petits, et cetera. Donc on est déjà programmé et donc en fait, on peut vraiment, agir, on est légitime pour agir au niveau du trafic d'enfants. Parce qu'en fait, dans, la théorie des rôles comme ça, en fait, s'il y a pas quelqu'un qui vient et qui dit, qui s'affirme en disant: «Protégeons les enfants», en fait, cette place-là reste vide, ce rôle-là reste vide, tu vois? Et donc s'il y a pas quelqu'un qui vient et qui dit: «Il faut protéger les enfants», si la population ne vient pas remplir ce vide, et ben, donc il y aura un autre narratif qui va se mettre là. Et donc, comme levier d'action, ben, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, il faut s'informer et informer les autres. Ça, c'est la première chose, libérer la parole, parce que libérer la parole, ça va permettre de mmh. développer le pouvoir d'agir. Ensuite, il faut vraiment exiger des comptes, en fait, hein, pourquoi est-ce que, voilà, donc il y a eu ce rapport sur l'adoption illégale, qui disent: «Bah, voilà, depuis ça fait 60 ans qu'il y a des adoptions illégales en France, mais pourtant il y a rien qui se fait». Mais pourquoi? Et il y a plein de dossiers comme ça qui sont ouverts, il y a plein de rapports, de ce type qui sont ouverts et dont on ne fait rien. Donc, ben, voilà, exiger des comptes, voilà, pour les personnes qui le peuvent et qui sont, déjà, peut-être connectées. Et puis aussi, ben, dans les secteurs de par rapport à l'enfance, évidemment, c'est refuser d'être complice, hein, donc c'est de pouvoir s'affirmer, pouvoir dire, voilà, donc et puis s'engager vraiment au niveau de la souveraineté, donc c'est-à-dire, à la place d'aller adopter des pauvres petits orphelins, demander comment renforcer les communautés, comment renforcer les familles, donc comment renforcer le pays, donc voilà, ayez plutôt cet angle-là, plutôt que de dire, «Sauver, sauver, sauver» et cetera. Donc ça, Mmh. c'est une des choses dont on peut vraiment, voilà. Et puis donc aussi de refuser, voilà, toi tu connais aussi, hein, donc dès qu'on parle de ce genre de sujet, c'est complotiste, c'est ceci, c'est cela. Non, refusez ça. Refusez vraiment et affirmez-vous en disant: «Non, ça existe, le trafic d'enfants est énorme, non», et cetera. Donc s'affirmer dans, voilà, exactement, dans une posture qui dit: «OK, non, il y a pas de disqualification». Donc comme le film Sound of Freedom qui a été traité de complotiste et cetera, alors qu'il Mmh. voulait sensibiliser sur un sujet grave. Donc ah et les journalistes, à la place d'un peu creuser, à la place de voir, mais c'est quoi ce truc du trafic d'enfants? Ils l'ont disqualifié en le traitant de complotiste et cetera, alors que pour finir, il a eu, je pense, la première ou la deuxième place au box-office tellement, le film est très, très bien fait et a eu beaucoup, beaucoup de succès, quoi. Donc voilà. Et puis, ben, soutenir les voix locales, évidemment, soutenir les gens sur place pour ne pas que le narratif vienne d'ailleurs. Et puis, soutenir les victimes, soutenir les témoins, appuyer les médias comme toi, comme moi, qui faisons un travail d'information. Voilà, donc c'est tout ça, ce sont des leviers d'action que, on peut mettre en place, qu'on peut vraiment, voilà, qu'on peut activer parce que chaque citoyen est légitime pour demander la protection des enfants. Merci Nadia. Si vous voulez suivre les travaux de Nadia Dor, vous allez sur couleur avec un s-haïti, ayiti.com. Et si vous voulez lui écrire, je pense que c'est toujours ce mail info@couleur avec un s toujours haïti.com. Voilà, merci Ouais, beaucoup. Ma chère Nadia, vous allez vous régaler entre guillemets avec les articles. En tout cas, vous avez toutes les sources sur les 4 articles qui sont aussi décrit dans la description de cette vidéo. Et puis je te remercie, Nadia. Tu nous as éclairé à la fois avec ton sourire et tes explications qui sont limpides, même si elles sont très inquiétantes et très graves. Mais en tout cas, on a un regard global et rien de tel, comme tu l'as dit plusieurs fois, de dire ce qu'on sait et de faire disparaître ces éléphants, en tout cas de les montrer pour qu'enfin ils s'en aillent. On va se quitter si tu veux bien, à moins que tu aies encore un dernier mot, un dernier petit mot pour les gens qui nous regardent.
Ben, c'est si vous voulez soutenir une action en Haïti. Donc là, je suis en train de faire un projet sur la guérison des traumas. Et donc en fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir ce projet. Donc c'est d'abord un projet de soutien aux thérapeutes là-bas parce que, ben, ils vivent une pression énorme. Donc les groupes armés, vraiment sont comment le la situation est de plus en plus grave. Enfin voilà, ça ne va pas mieux du tout. Et donc les thérapeutes, les psychologues, les travailleurs sociaux là-bas subissent une énorme pression et les témoignages, c'est que, ben, ils ne peuvent plus, vraiment se soutenir eux-mêmes, tellement la situation, le contexte est grave. Et donc là, c'est un projet donc sur la guérison des traumas qui va d'abord aller donc vers le soutien des thérapeutes et cetera et puis après vers un projet qui va transformer en fait les témoignages, de la population, qui seront recueillis dans un deuxième temps pour, les transformer en art, donc en théâtre, en poésie, en chansons et cetera, qui seront diffusées sur les médias et qui serviront ces témoignages serviront aussi donc de soutien à la guérison pour tous les autres personnes qui vivent le même genre de situation. Et donc là, ben, voilà, vous pouvez voir sur, le site Couleurs d'Haïti, il y a donc une page de projet qui s'appelle Régénération narrative Haïti. Et donc voilà, vous pouvez soutenir ce projet. Voilà, ça permet, voilà, de faire une action, qui aura, une influence, là-bas. Donc voilà, Voilà. merci et vous pouvez évidemment soutenir aussi le média. Merci Voilà. beaucoup Nadia, on ne manquera pas de le faire. Et puis alors, je te laisse introduire la chanson de fin que tu m'as suggérée, que tu m'as Oui, envoyée. oui, oui, oui. C'est une très belle chanson. Oui, donc c'est une chanson de mon ami Shango, que je remercie, que je salue et donc c'est une chanson, qui s'appelle «Indignée» et en fait, par rapport, au trafic d'enfants, par rapport à la situation en Haïti, par rapport à beaucoup de situations dans le monde, en fait, la première chose à faire, c'est d'être indigné par ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'une fois qu'on est indigné, ben ça crée une frustration et cette frustration nous pousse à agir et une fois qu'on est poussé à agir, ben, on se rassemble ensemble et une fois qu'on se rassemble ensemble, eh ben, on est efficace et on peut vraiment faire quelque chose. Mais la première étape, c'est d'abord de s'indigner de ce qui se passe et de se dire: «Non, c'est pas normal» et hem et de pouvoir faire quelque chose et donc il nous invite dans sa chanson à regarder plus loin et à changer tout ça. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup Nadia. Merci à Ben, merci tous, beaucoup merci Chloé, à merci à toi. merci à vous Merci. qui nous avez regardés et qui avez été avec nous durant cet exposé, fort magistral. Merci à toi Nadia. Mais gostinho, samba rasta. Musique ça c'est pour tout le monde qui est digné dans le pays. L'on indigne au vin frustré. Pour toujours comprendre pour pas mettre moral. Pour dire ça pour me faire qui j'en pour magie. Pour pas j'en prendre ton fond d'y réfléchir. Pour m'en tête tout qui ça me fait qui mal. M'bagay travail m'a cherché la vie. Ou plutôt prendre temps où elle me paraissait. Au lieu de créer conditions pour la vie me changer. Ou préférer bon tout chai pour thé. Mais maman, m'bagay
gen papa. Grandi non quartier, soit bandit, soit mourir. Toujours manger mal, fumer paille, tirer balle. Ça c'est résumé, refrain la vie. Promesse que y'a job, c'est toujours belle bluff. M'baguen relé, m'baguen répondre. On s'est joint rien, c'est camper dans ban. Même si Babylone toujours pas niqué. L'homme indien me sentit m'exister. L'homme indien me sentit m'exister. Qui se classe pour nous là dans l'an qui maltraité. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui méprisé. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui pas gain l'école. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui pas gain la vie. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui pas gain l'amour. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui mandé la mort. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui pas gain avenir. Pour qui se classe pour nous là dans l'an qui n'en pourri. Pour qui sont pas blé ça changer. Pour qui sont pas blé m'avancer. M'inviter pour nous garder plus loin. M'inviter pour nous changer ça. Pour nous changer ça, faut que nous indigner. Et puis indigner, n'a organisé. Et puis organisé, n'a bien plus force. Et puis plus force, n'a plus récampé.